On va revenir, avant de parler des questions de carbone, hein, notamment, on va parler un peu de vous en tant que bureau d'études. Et là, je vais commencer par Olivier. Euh, Olivier, quelle est l'opération que vous avez menée en tant que bureau d'études dont vous êtes le plus fier? Ben, c'est nos propres bureaux. Non, dans nos bureaux, on a voulu mettre tout ce qu'on savait faire de mieux et on a voulu tenter des choses qu'on n'aurait pas osé proposer à un maître d'ouvrage, du genre pas mettre de chauffage, c'était quand même risqué. Il fallait l'essayer sur soi avant pour pouvoir le proposer à d'autres, ce qu'on fait maintenant d'ailleurs. Maintenant qu'on sait que ça marche, on peut le faire. Donc c'était un véritable laboratoire, nos bureaux, et ils ont marché encore mieux. Enfin, les consommations sont plus basses que ce qu'on avait imaginé. Voilà. Donc, ça mis à part, sinon, il y a pas mal d'opérations dont on est assez fiers. Il y a l'extension de l'école des ponts et chaussées, avec cette pompe à chaleur sur 28 forages secs. C'est un très beau bâtiment. En plus, architecturalement, il est magnifique et c'est un bâtiment qui est extrêmement performant. On a fait on a rénové 650 logements sociaux en classe A. C'est aussi des très, très belles opérations qui ont été bien menées, sans trop de difficultés. Qu'est-ce qu'il y a comme opération? Il y a des logements sociaux en petits collectifs de 4 logements où on a des pompes à chaleur, là aussi, avec des consommations de 4 kWh par mètre carré par an d'électricité pour le chauffage, 3 pour l'eau chaude sanitaire. Voilà, des choses très, très pointues, mais on en a plein, plein, plein. Donc, je veux dire, on ne fait que ça, on ne veut pas faire autre chose. À Lyon, on a un bâtiment passif dans la ZAC de la Confluence de 45 logements. C'est le premier bâtiment dont le maître d'ouvrage nous a dit « J'ai jamais eu une seule plainte à partir du moment où il a été livré. C'est jamais, jamais, il n'y a rien eu, pas une plainte, rien. » Donc, on est quand même assez fiers de ce résultat. C'est un très beau bâtiment en plus et qui consomme, effectivement, il est au niveau du passif mesuré cette fois. Donc, voilà, donc, on ne fait que ça. On ne répond pas aux autres appels d'offres, on répond que sur des opérations qui sont extrêmement pointues. Les bâtiments énergie positive, on en a fait comme ça pas mal. Voilà. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et vous, André? On s'intéresse un peu à tout et au quotidien, je serais tenté j'ai quitté mon entreprise il y a quelques mois et ce que je retiens comme bon souvenir, c'est surtout les dossiers sur le sujet de la rénovation, principalement. On a fait passablement aussi de bâtiments passifs, en région de La Rochelle d'ailleurs, ou en région parisienne, mais ce que je retiens le plus, c'est le sujet de la rénovation. On a, désolé, je vais y revenir, quand on fait des copropriétés à un niveau plan climat Paris, c'est-à-dire le BBC moins 30%, on est fier, je peux vous dire, on est heureux plutôt, je ne sais pas si le mot est fier, on est heureux de le faire savoir et de regarder pourquoi vous ne faites pas pareil. Ça dépend aussi du contexte, évidemment. Si ça ne se présente pas, c'est plein d'opérations où on n'a pas réussi, évidemment. Il y a un dossier pour moi qui m'importe beaucoup. Olivier, tu as fait allusion tout à l'heure. C'est des solutions innovantes pour l'isolation par l'intérieur. Aujourd'hui, certes, en zone urbaine, Paris ou grande ville, on a des immeubles, je parle d'immeubles collectifs, on a des immeubles, beaucoup d'immeubles où c'est compliqué d'isoler par l'extérieur. Et donc, à partir de là, eh bien, c'était dit tout à l'heure, si on met 20 cm à l'intérieur, c'est un peu compliqué en termes d'emprise au sol, quel que soit le prix des fonciers aussi, mais psychologiquement aussi, ça choque un petit peu. Et puis, en plus, aujourd'hui, quand on voit arriver une entreprise pour des travaux à l'intérieur, on s'inquiète un petit peu, un site occupé, vous savez, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, il y a de la poussière partout, et donc, par rapport à ça, on a fait, c'était en 2007, et puis depuis, on a dû faire
pas grand-chose, une quinzaine, une vingtaine de réalisations comme ça, d'isolation par l'intérieur en site occupé. Et on fait une pièce par jour. C'est-à-dire le matin, on arrive, l'entreprise arrive, elle pose le produit et le soir, c'est terminé. Il y a 2 offres industrielles qui commencent à répondre à cette affaire. Je vais les citer parce qu'il n'y en a que 2, donc je n'oublierai pas. Il y a Saint-Gobain avec un produit qu'ils appellent Isovip, je crois. Isovip, oui. Signat qui est assez spécifique au site occupé. C'est une petite merveille. En quelques heures, c'est posé. Donc, ils font appel à de l'isolation sous vide, c'est-à-dire c'est des particules en sachet et qui ont des capacités d'isolation très importantes. En gros, 4 cm, c'est une résistance thermique de 5, c'est l'équivalent de c'est 20 cm d'isolant à peu près. Pardon? Oui, c'est 5 fois mieux qu'une laine minérale. Voilà. Et donc, et en plus, si on est un site occupé, ces solutions sont très, très adaptées, très faciles à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que le support est lui déjà plat, plein, propre, dans bien des cas. Et donc, ces solutions-là, eh bien, ça peut peut-être relever le challenge des 50 kWh sur tous les logements, qu'ils soient d'avant 48 ou après 48, isolables par l'extérieur ou pas. Donc, c'est une des réponses, c'est peut-être pas la seule, mais c'est une des réponses. Et ça par contre, on est content d'avoir initié. D'ailleurs, il doit y avoir quelques films qui circulent sur quelques chaînes à visionner si ça vous intéresse. Un point par rapport à ça, André, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux pas trop planter de clous, perforer ce type d'isolant. Oui, alors mais le premier chantier, c'était un studio qui a servi à accueillir mon fils, c'était familial, on va dire. Et on avait fait avec un produit suisse. Et le calpinage, on ne peut pas couper les panneaux. Il n'y avait pas un nombre entier de panneaux, et puis il y avait un calpinage où, à cet endroit-là, on pouvait planter des clous. C'est-à-dire qu'on perçait sur un isolant traditionnel. Et donc, bon, ça s'est tenu comme ça. Et puis, bon, comme c'était mon fils, il a veillé à ne pas percer. Mais ce n'est pas parce qu'on perce un panneau que tout va se dégonfler. C'est le panneau qui va perdre un peu de la qualité d'isolant. S'il a un lambda de l'ordre de 5 mW, en fait, ça va être équivalent à un très bon isolant polyuréthane. Même mieux, tu atteins 19 mW si tu le perces. Oui, donc c'est pas. C'est encore meilleur qu'un très bon isolant. Meilleur isolant performant. Ouais. Pas, tout disparaît, voilà. Ça marche encore. Ensuite, il y a la place gagnée. Et puis, par rapport à ça aussi, il y a la possibilité de mettre des écrans. Le deuxième industriel que j'ai cité met un écran de résine qui fait 3 mm. Et avec une perceuse de famille sans percussion, j'ai essayé ça sans le brûler, c'est infernal à percer, c'est très compliqué. C'est pas perçable quasiment. Et donc, ça limite un petit peu. Ensuite, il y a d'autres solutions pour accrocher, voilà, sans obligatoire. Oui, bien sûr. OK. Bon, donc, ça, c'était un chantier, un projet qui m'intéressait. Je termine. Nos propres bureaux aussi, à Paris et à Nantes, certes beaucoup moins performants que ceux d'Olivier, et félicitations pour les vôtres, mais c'était en réno. Et on était content d'être arrivé à ce qu'on est arrivé, tout simplement avec du thermodynamique. Enfin, d'abord la hyper-isolation, on a fait des boîtes dans la boîte, thermodynamique, double flux, et puis une extension avec du photovoltaïque. Mais on arrivait à des niveaux quand même intéressants. Et je termine sur un chantier que je fais aujourd'hui aussi, et c'est la rénovation d'un château. Oui, la rénovation d'un château en Seine-et-Marne. Il paraît que c'est une région, c'est ce week-end qui va être très couru par les Parisiens, et touristique, la Seine-et-Marne, parce que à distance de moins de 5 km. Et ce château, c'est à Forges, et il accueille une association qui s'appelle le Campus de la Transition.
C'est une association qui, comme son nom l'indique, travaille sur l'innovation, sur la transition écologique et sociale. Et donc, ils ont un vieux bâtiment qu'il faut rénover et je suis ravi de me retrouver avec eux à leur donner un coup de main là-dessus. Voilà. Je voudrais faire un peu de la science-fiction. Vous vous retrouvez aujourd'hui à avoir 25 ans. Vous êtes à la tête de votre bureau d'études. Vous venez de créer un bureau d'études. On est en 2020. André, vous pouvez commencer. Quelles seraient vos priorités en tant que bureau d'études thermiques, énergétiques? Qu'est-ce que vous aimeriez faire et quelles priorités vous donneriez à votre bureau d'études? J'ai envie de dire que par rapport à ce que j'ai fait, même c'est tout à fait perfectible et améliorable, je veux dire, mais je repartirai sur ces fondamentaux, les fondamentaux de la réduction des besoins, de la sobriété. Je sais pas comment ça a un nom, en dessous du nom de la société, de mon ancienne société, on a un baseline, je crois que ça s'appelle. Baseline, oui. On a deux verbes d'action, écouter, agir, deux qualificatifs, maintenant autrement. C'est encore plus urgent aujourd'hui, maintenant, d'agir. Et pour pouvoir agir et être efficace, c'est bien comprendre le contexte, tirer profit du contexte, bien écouter pour réussir. Je ne sais pas comment faire différemment que ce que j'ai pu faire, même si c'était loin d'être parfait, j'en conviens. Parce que j'étais, tout au long de ma carrière, j'ai travaillé chez un architecte, nommé François Pellegrin, peut-être vous en avez parlé, qui j'ai gardé de très bons termes, et lui m'a beaucoup appris sur cette vision globale de l'architecte, sur l'analyse, de mettre à profit de ce qu'il y a autour, du contexte, de l'ombre, de la lumière, de la hauteur, enfin, cette connaissance globale tous azimuts sur l'environnement. Et une autre personne qui m'a appris aussi avant, c'est mon père, qui n'est plus là, qui était maçon, vous voyez, maçon, et que j'ai vu travailler, monter des bâtiments. Je ne peux pas me sortir de cette ornière, de cette écouter, agir maintenant autrement. Très bien. Et vous, Olivier? Alors, c'est marrant, je vais faire une réponse qui est assez proche de celle d'André, en ce sens qu'on a créé nos structures au début des années 80, on se connaissait à l'époque, et tout était à faire à ce moment-là. Et moi, j'avais déjà travaillé, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 1970, donc j'ai fait autre chose dans la mécanique d'abord. Puis, la crise de l'énergie m'ayant sensibilisé, je suis retourné à la faculté faire un DEA sur l'énergie solaire. Et puis, j'ai travaillé chez Dumez, qui est devenu Vinci. Et là, j'ai compris sur la maison passive, en plus, pas au sens actuel du terme, mais au sens américain des années 70. Et là, j'ai compris que si je voulais faire ce que j'avais envie de faire, c'était tout seul. Donc, j'ai créé mon entreprise. Et la question que vous posez, je me la suis posée à ce moment-là, que faire? J'ai d'abord appris le métier, puisque je ne connaissais rien, je n'avais jamais fait de bâtiment, à part un peu chez Dumez. Et puis, simplement, je voulais réduire les consommations d'énergie, donc j'ai procédé de façon très méthodique. Et notamment, c'est l'arrivée des campagnes de mesure au milieu des années 90. Je me suis dit, mais on ne sait même pas ce qu'on fabrique, comment ça marche. J'ai commencé à tout mesurer et à voir que rien marchait comme on pensait que ça marchait. Donc, on a établi des savoir-faire sur tout ça, qu'on a ensuite immédiatement appliqué dans des bâtiments de plus en plus performants, jusqu'à aujourd'hui, où on maîtrise complètement la chose, puisqu'on a des consommations qui sont devenues absolument dérisoires. Ce qu'on fait, ce que j'ai lancé avant de quitter, qui continue à se faire et qui est un champ un petit peu nouveau, c'est ce qu'on appelle le commissioning. C'est-à-dire, en fait, on prend en charge les bâtiments qui viennent d'être construits et on en fait le réglage. On ne se contente pas de faire un rapport en disant il faut. Ça, pour moi, ça ne sert à rien. On arrive avec des mesureurs et 3 mois après, le bâtiment est calé, il marche et le client est content. Voilà. C'est le côté pratique. On ne pourra plus aller beaucoup plus loin. Maintenant, il faut mettre en application
tout ce qui a été découvert dans ces 20 ou 30 dernières années qui font que, et c'était le sens des formations que j'ai faites pendant 10 ou 15 ans, c'est de faire savoir comment est-ce qu'il fallait construire aujourd'hui pour avoir des performances extrêmement basses. On sait le faire, André l'a aussi dit, on sait le faire, mais maintenant il faut que les gens le fassent. Il n'y a plus beaucoup à inventer à ce niveau-là quand on est au niveau de performance auquel on peut arriver aujourd'hui. 6 kWh par mètre carré, on n'ira pas beaucoup plus loin. Voilà. Donc la boucle est bouclée et je préfère avoir commencé mon métier il y a 40 ans que le commencer aujourd'hui de ce point de vue-là. Aujourd'hui, je serai plus dans l'utilisation de ce qui a déjà été découvert. Nous, on a joué comme des découvreurs, comme des metteurs au point à la fois de connaissances nouvelles et de savoir-faire nouveaux par un tas d'expériences qu'on a faites. Olivier, je crois me souvenir qu'on avait envisagé de travailler ensemble avec d'autres, non? En septembre 1992. Mais tu m'as dit que tu voulais rester à Paris et moi, je ne voulais plus rester à Paris. Voilà. Ah ouais, je ne me rappelais pas. Ah ben voilà, cher ami. Désolé. On apprend des choses sur le passé aussi, oui. Alors c'est vrai que par rapport à toutes ces réflexions, il y a la question que soulevait André, hein, qui était d'agir à grande échelle, et c'est ce que vous faites à travers l'action de Négawatt pour tenter de promouvoir des changements massifs. Alors, j'avais aussi une question à vous poser tous les deux. On peut démarrer aussi par Olivier. Olivier, plutôt high-tech, plutôt low-tech? Alors là, très clairement, low-tech et l'expérience. Alors, on a fait dans nos missions, on avait des missions, ce qu'on appelle AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et notamment, on assistait des régions pour tous les lycées qui étaient en construction et même ceux en rénovation. J'ai été frappé un jour lorsque, sur un très, très gros chantier, une entreprise en fin de chantier a tout laissé tomber en disant « cette installation ne marchera jamais, elle est trop compliquée, allez voir notre assurance, nous on en a marre, on perd de l'argent, etc. » Ça m'a frappé parce que cette opération n'avait rien de plus que les autres. Elle était effectivement très complexe avec des systèmes de GTC mal définis, donc chacun se renvoie la balle. Personne ne sait qu'est-ce qui a défini clairement la GTC qui est censée tout faire marcher. Donc, du coup, il n'y a rien qui marche. Et ça, le nombre de très grosses opérations sur lesquelles on s'est retrouvé avec les choses qui ne fonctionnaient pas. Et du coup, dans notre propre bâtiment, on a dit, mais on va prendre le contre-pied de tout ça. Il n'y a aucun asservissement. Le soir, le dernier qui part tape sur un arrêt d'urgence qui coupe toute l'électricité dans le bâtiment. Donc, il n'y a plus de risque d'incendie la nuit. Toutes les veilles sont arrêtées, etc. Et rien n'est automatisé. Tout est fait par les gens quand ils ont envie de le faire, etc. Alors, un, ça réduit les coûts. Deux, ça fait fonctionner les installations de manière très simple. Tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas de panne parce qu'on sait comment ça fonctionne. Trois, ça réduit effectivement les dépenses parce que quand il y a des pannes, il faut faire intervenir des gens. Et puis quatre, c'est beaucoup moins de matières premières à travers tous ces asservissements. C'est de l'énergie, c'est des matériaux souvent assez rares, etc. Tout ça va dans le bon sens et on reprend la possession du bâtiment. C'est ça qui me frappe aujourd'hui. Les gens ne savent même plus faire marcher leur bâtiment. Sur leur bâtiment, ils ne savent pas comment ça marche. Ah ben, je ne sais pas fermer les volets, je ne sais pas ceci, ou alors le volet se ferme, on ne sait plus le rouvrir, on est dans le noir alors qu'il y a du soleil, on a envie de soleil, etc. C'est assez ahurissant ce qui se passe. La dépossession des maîtres d'ouvrage, des occupants de leur propre bâtiment. Revenir et puis être de nouveau à la manœuvre, c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc, low-tech à 100%. Et André, high-tech ou low-tech? Low-tech aussi à 100%. Tout à l'heure, j'avais 25 ans, mais je fais partie d'une génération qui est née avec l'huile de coude. Dans le low-tech. Pardon? Avec l'huile de coude. Oui. Et on consommait pour assurer le nécessaire en évitant le superflu. Je pense qu'aujourd'hui, le monde s'est emballé et c'est plutôt le contraire, quoi. Donc, on a perdu quelques valeurs. Je ne veux pas jouer et terminer avec des termes d'anciens combattants, mais enfin, quand même, je crois qu'il y a à se reposer la question sur les produits que l'on peut consommer et le côté high-tech de ces produits-là. C'est peut-être, et il faut qu'on prenne conscience de la finitude des ressources énergétiques, du terrain que l'on occupe quand on construit, des matériaux et ainsi de suite.
bilan carbone aussi, c'est un des outils pour aider à cela. Et évidemment que c'est via le low-tech qu'on va réussir à vivre, et je suis optimiste, à condition qu'on se relève la tête, vivre tous ensemble. Et en fait, pour moi, le low-tech, c'est la définition du partage. C'est-à-dire que moins on consomme, plus il y en aura pour les autres, plus ou moins. Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, ce partage-là. La frugalité, la sobriété, c'est pas des synonymes, mais c'est des moyens pour arriver à vivre ensemble. Oui.